Ça a l'air de fonctionner comme il faut également. C'est parti. Alors, je vous ai convié à un webinaire pour découvrir un petit peu un sujet qui passionne beaucoup de gens, qui sont les gains en bourse sur la base de trading systématique. Donc, je vous ai préparé un webinaire. Alors, ceux qui ont déjà assisté à des conférences que j'ai données ou à des webinaires savent que j'apprécie de donner du dynamique à ce genre d'événement. Donc j'ai préparé 2-3 petits questionnaires pendant le webinaire, que ce soit un petit peu interactif. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit. Donc je vais mettre ça là pour voir vos questions. Ça devrait aller. Ok. Alors on va démarrer. Donc sur le sujet qui passionne beaucoup de monde et sur lequel nous avons pas mal de questions, qui est à savoir, est-ce qu'il est possible de gagner régulièrement en bourse et surtout comment faire? Alors, vous savez que il y a déjà beaucoup de choses qui existent sur la toile. Vous avez d'un côté des vendeurs de stratégies qui ont créé des stratégies avec des backtests. Vous avez de plus en plus de ce qu'on appelle le trading social, c'est-à-dire que vous avez un site qui publie des performances et qui vous donne la possibilité de répliquer ce qui se passe. Donc ces traders peuvent être des gens qui sont des particuliers ou des robots qui sont branchés par des particuliers ou même des professionnels. Donc ça c'est une solution également qui existe. Et vous avez donc depuis un certain temps maintenant des solutions de ce qu'on appelle de copiage logiciel. Donc MirrorTrader est une plateforme qu'on utilise, elle fait partie d'entre elles, et il y en a de plus en plus qui sont en train d'être lancées. Donc l'idée c'est qu'on a un algorithme qui tourne côté serveur, qui passe les ordres, et de l'autre côté, sur votre compte, vous branchez cette solution et les ordres sont répliqués au fur et à mesure. Voilà, donc on va commencer cette question qui passionne beaucoup les gens, qui est de savoir est-ce qu'on a la possibilité de gagner régulièrement en bourse tout le temps. Alors, hop, voilà, j'ai commencé ici par une très belle courbe. J'espère que c'est visible pour tout le monde. Je dois pouvoir agrandir un petit peu. Non, je ne peux pas agrandir ça. Je ne peux pas faire ça. Si. Voilà. Bon, ça ne va pas vous révéler grand-chose de plus. C'est ce qu'on appelle une stratégie de type martingale. Alors, les stratégies de type martingale, il y en a deux types. Le premier type, c'est un type de genre qu'on appelle moyenne en baisse, c'est-à-dire que la stratégie prend une position, et puis quand les cours commencent à perdre, elle va renforcer cette position, et au fur et à mesure que le cours baisse, elle va renforcer, jusqu'à ce que le cours rebondisse, et grâce à la moyenne en baisse, on finit par sortir avec une position en gain. Alors c'est très bien sur les backtests, parce qu'on arrive à déterminer de manière parfaite à quel moment on peut faire des moyennes en baisse. En revanche, quand on va se retrouver en live sur l'avenir, et je vais beaucoup insister ici sur ce sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire que vous allez trouver énormément de choses sur Internet qui parlent de tests, qui parlent du passé. Et dans le passé, on peut vraiment faire dire ce qu'on veut. Ceux qui suivent régulièrement mes écrits savent que j'ai fait un certain nombre d'articles sur ce sujet. Encore il n'y a pas longtemps, je me suis amusé avec les corrélations pour montrer comment ça se passe. Et donc c'est très important de comprendre qu'on peut manipuler les chiffres pour montrer un certain nombre de choses. Moi, ce qui m'intéresse, je suis un trader comme la plupart d'entre vous. J'ai vu que vous avez répondu au questionnaire pour vous inscrire en donnant la durée sur laquelle vous aviez une certaine expérience. Certains ont plus de 3 ans d'expérience, la plupart d'entre vous ont entre 1 et 3 ans, quelques-uns sont plus récents, mais globalement, vous êtes une audience de personnes relativement expérimentées déjà. Et donc, quand on a fait ça, on sait que ce qui est très intéressant en test ou en démo va être très différent une fois qu'on va être en réel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des résultats en réel. Je suis un trader et ce qui m'intéresse, c'est de faire progresser mon compte et pas uniquement montrer des très belles courbes. Alors, la première solution pour habiller une courbe historique comme celle-ci, c'est donc la moyenne en baisse. La deuxième solution, c'est de conserver des positions ad vitam aeternam sans les clôturer
Et quand on va vous présenter une courbe comme celle-là, vous dites, ah ben c'est super, regardez, une croissance régulière, il y a plus de 225 trades en l'occurrence, on double le compte, c'est vraiment une courbe extraordinaire. L'information que vous n'avez pas, parce que c'est en haut, vous voyez ici, alors je pense pas que vous voyez ma souris par contre. Alors comment je fais pour vous montrer des endroits de l'écran? Je fais comme ça. Je fais comme ça, voilà. Là, vous voyez la flèche, je pense. Si quelqu'un peut me confirmer que vous voyez la petite flèche grise qui sert de curseur et qui va permettre... Ah voilà, elle peut même passer en rose. Donc voilà, ici vous avez une information qui vous indique qu'on est en close to close. C'est-à-dire que chaque petite bille verte que vous avez ici, qui sont chaque opération, va afficher la clôture d'une position par rapport à une autre. Mais ne va pas vous dire la durée qu'il y a eu entre deux opérations. Ça va vous dire simplement que c'est une opération les unes après les autres. Donc ici, vous pourriez très bien avoir un mois ou une journée ou une minute entre deux opérations, vous n'avez pas cette information. La seule chose que vous savez, c'est que votre courbe, elle va grandir de manière régulière et permanente. Donc sur le papier, ça va vous permettre de vous montrer une courbe absolument magnifique, mais dans la réalité, c'est pas toujours le cas. Alors donc les deux techniques que les gens qui vont proposer des systèmes martingales vont utiliser, c'est la moyenne en baisse qui va vous permettre donc de sortir des positions à chaque fois avec des gains, les uns après les autres, ou alors un certain délai entre deux opérations et qui va aussi permettre, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont garder les positions en moins-value latentes sur le compte. Et ici, ils vont construire l'algorithme uniquement des positions qui vont être fermées, des positions réalisées. Alors effectivement, vous avez une courbe magnifique avec probablement 11 000 $ de gains. Et en réalité, sur le compte, vous avez peut-être 15 000 $ de moins-value latente. Et dans ces cas-là, vous avez un global de compte qui est perdant. Mais la seule chose que vous voyez, c'est cette courbe magnifique avec 100% de taux de réussite. Alors ici, j'ai... alors comment je fais ça? Pardon, il faut que je retrouve la main. Pour l'instant, je n'arrive qu'à faire que la flèche. Ah voilà. Voilà, pour passer au suivant. Alors, cette courbe de performance correspond très exactement à la courbe que nous avions précédemment. Je vais agrandir un peu. Voilà, hop. Vous voyez ici, vous avez des petites boules. Je repasse avec ma flèche. Vous avez des petites boules qui sont à chaque fois sur des niveaux plus hauts. C'est lorsque le système a coupé ses positions. Donc on voit que ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Alors là, c'est assez facile d'augmenter, le système était à la hausse, le marché montait. Et puis d'un seul coup, vous avez ici une position qui est prise, et puis le système ne coupe plus ses positions, il reste en position, il est capable d'enchaîner la totalité de la perte, et puis en fait, cette position, il va la couper ici. Alors, sur le graphique précédent, ça va bien afficher une petite hausse entre ici et là. Ce qu'on a oublié de vous dire avec le graphique, c'est qu'entre les deux, c'est resté en position plusieurs mois, relativement longtemps, et que pendant ce temps-là, votre compte, il a été exposé à des modes, à des pertes relativement considérables. Regardez, on est rentré en position en 2012, c'est à peu près sur 1 an et demi de graphique historique, et vous avez donc une période qui est relativement longue, pendant laquelle vous étiez en position. Puis après, de nouveau, on a donc des petites billes vertes qui continuent de monter, puis de nouveau, ça nous fait la même histoire, c'est-à-dire que la position est en perte, on reste en position, on conserve tout du long, et puis voilà, ici vous retrouvez toutes les petites billes vertes qui vont s'ajouter. Alors c'est magnifique parce qu'à la fin, vous avez un graphique qui n'est que en hausse, on va le remettre. Donc quand on affiche comme ça, vous avez un backtexte extraordinaire qui n'affiche que ça. Et vous n'avez pas réalisé, vous, quand on vous a vendu le truc, qu'en réalité, entre les deux, vous aviez un certain nombre de choses. Alors voilà les principes martingales les plus fréquents qu'on peut trouver sur plein de sites. Alors quand les gens habillent d'un point de vue marketing l'histoire, c'est très joli sur le papier, mais la réalité, une fois que vous êtes en réel sur votre compte, c'est bien moins intéressant. Alors ici, on a un autre type de martingale qui est plus avec de la moyenne en baisse. Donc on voit ce type de choses. On voit ce type de choses grâce aux gros écarts qui ont lieu ici. Là. Vous voyez là, voilà, ces très grosses pertes qui ont lieu ici. Bon, il y en a d'autres, mais elles sont moins importantes. Ça, en général, c'est un type de martingale avec moyenne en baisse.
c'est-à-dire que vous avez, à un moment donné, ça va quand même prendre une perte, mais cette perte, elle représente énormément d'opérations précédentes, c'est-à-dire que quand on vient prendre cette perte, ben, on a effacé les quasiment 50 trades précédents. Donc ça, c'est typique des moyennes en baisse. Vous avez la stratégie, elle va commencer à perdre, elle va rajouter des positions encore et encore, et puis à un moment donné, ça devient insoutenable. Encore ça, c'est on a un cas de figure qui est très à notre faveur parce que le système a coupé ses positions, mais quand il y a un trader discrétionnaire, la plupart, ils sont capables de rester en position très longtemps, et puis ça va finir par se scratcher. Alors ici, voilà le système, c'est celui-ci. Vous voyez, alors, vous voyez, donc vous reconnaissez pertes. Alors là, tout de suite, c'est beaucoup moins joli. C'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que lorsqu'on vous présente ça, on vous présente encore une fois de clôture à clôture. Chaque boule passe d'une opération à une autre. Alors qu'ici, on a la réalité de chaque trade, inclut ce qui s'est passé pendant un trade, et donc la courbe correspond vraiment à l'évolution de votre compte. Alors c'est la raison pour laquelle, lorsque vous allez avoir comment ça s'appelle, une courbe historique, il faut toujours insister à visualiser une courbe qui va dans le temps et une courbe valorisée. Et non seulement une courbe valorisée avec les positions clôturées, mais aussi avec les positions latentes. Et là, à ma connaissance, il y a énormément de logiciels qui font tout l'inverse, notamment MT4, qui est l'un des logiciels préférés des vendeurs de stratégie, qui ne fait que des positions réalisées. Et malheureusement, on vous cache ces moins-values latentes qui vont apparaître à la fin du compte. Voilà, donc voilà ces exemples de martingale. Ici, on a donc un compte typique de martingale. Donc on voit en bas, vous avez le nombre de trades. Vous imaginez, c'est un compte qui a réussi à enchaîner 3000 trades consécutifs. Et ici à gauche, vous avez des gains en euros. Donc le compte faisait 1000 euros au départ. Alors il a pris une douille de suite, et puis ensuite il a réussi à se reconstruire, et il a quand même réussi à faire entre le centième trade, et puis je crois que ça doit correspondre à peu près ici à 2000, voilà, on doit être à peu près, allez, si je mets la flèche en face, 2700 trades. Donc c'est une personne qui a réussi à faire 2700 trades consécutifs quasiment que, semble-t-il, avec des gains. En réalité, il avait caché un certain nombre de pertes latentes qui étaient pas réalisées. Et puis un jour, ben, ces pertes latentes ont été insoutenables et il a dû les réaliser. Et les gens ne voyaient que les plus-values latentes, réalisées, et ne voyaient pas les moins-values latentes. Et donc, malheureusement, une fois que ça a été réalisé, le rêve est beaucoup moins beau. Mais vous avez des courbes qui traînent partout sur les sites de ce qu'on appelle de trading social. Il y en a énormément comme celle-là. Donc, il faut toujours insister pour avoir. Voilà, ça c'est une courbe que j'ai été prendre ce matin sur du trading social. Et donc on voit un trader qui a un certain don pour le risque, puisqu'il a réussi à faire passer son compte de 0 à 1500%. Mais à 1500%, il a absolument, il a quasiment tout perdu. Il a réussi à remonter, et puis là, il a tout perdu. Et là, il est en train de se reconstruire. La question, c'est uniquement jusqu'à quand. Alors, une des questions qu'on me pose souvent, c'est de savoir est-ce qu'il ne serait pas possible de suivre une stratégie comme celle-là, et puis à un moment donné de se dire j'ai suffisamment gagné, je vais m'arrêter. Par exemple ici, je suis très content, j'ai dû gagner 1000%, plus de 1000%, et je vais sortir mon compte. Alors bien sûr que c'est possible, sauf que le problème c'est que vous ne saurez jamais quelle est la durée entre deux accidents. C'est-à-dire que celui qui s'est dit voilà, cette personne a été capable de gagner pendant de ici à là, on a 8 mois consécutifs. Donc on se dit, bah, s'il est capable de gagner pendant 8 mois consécutifs, il est au moins capable de gagner pendant 4 mois consécutifs. On attend le premier accident, cet accident arrive ici, on branche son compte et on se dit, bah voilà, je sais qu'il a fait 8 mois consécutifs, à 4 mois, je vais sortir mon compte. Sauf qu'il n'aura pas duré 4 mois, il aura duré à peine 1 mois et demi, et au bout d'1 mois et demi, il aura cramé 100% du compte. Toute la problématique, c'est que plus on va aller vers des courbes qui vont être exceptionnelles en termes de recherche de gains, plus il va y avoir un habillage mathématique qui aura été fait, c'est-à-dire que ça sera soit l'objet de moyenne à la baisse, soit l'objet de pertes cachées, de pertes latentes, et plus la perte qui va arriver au bout, elle sera violente. Donc c'est aussi très important. La deuxième chose qu'il va falloir toujours demander à une personne, c'est que non seulement les pertes la courbe de performance qui est affichée, ce soit les pertes, les plus-values et les moins-values réalisées, mais que ça intègre aussi les moins-values latentes à tout instant. Sinon, vous risquez d'avoir ce genre de courbe. Alors ici, voilà, on a une remontée. Alors on va passer sur le slide suivant. Voilà, là on a un autre compte qui est du même type. Donc là, un autre type de gestion, toujours du réseau social.
hop là, et on voit bien donc les deux accidents, à savoir que cette perte-là, la personne a arrêté de trader, donc il est probable que la situation soit plus grave que ce qui est affiché sur le trading de réseau social, puisqu'en réalité, il n'y a plus de trade depuis début septembre, donc on peut imaginer qu'il n'y a plus d'argent sur le compte, alors qu'en réalité, le compte affiche plus de 80% de plus-value, donc ce qui serait théoriquement pas possible, mais en réalité, il y a d'autres manipulations qui sont possibles sur le trading social. Alors maintenant, je vais essayer de vous faire jouer un petit exercice. Voici des courbes de performance de plusieurs stratégies de trading que j'ai dans mes archives, donc elles ne sont pas toutes intéressantes, c'est des backtests. Et ce que je voudrais, c'est vous montrer la difficulté qui est de choisir les compétences d'une stratégie ou d'un trader en fonction de son historique de performance. Là, j'ai quand même affiché pour vous une période relativement significative, donc qui date depuis le mois de septembre 2012. Donc, on a 2 ans entiers de trading avec un nombre de trades relativement conséquent. Je voudrais que vous vous posiez la question, quelle est la courbe qui a le plus de chances d'avoir fonctionné dans l'histoire? Donc là, on va fonctionner dans le passé. Après, on parlera du futur. Mais parmi toutes ces courbes, quelle est celle qui, avant cette période-là, donc je vais vous proposer 10 années de plus à gauche de cette historique, quelle est celle qui va avoir le plus de chances de fonctionner? Donc la première courbe est ici. Je vais lancer le sondage, je vais essayer comment on fait comme ça. Quelle courbe a la plus... Hop, je lance le sondage et donc théoriquement, voilà, vous avez dû recevoir le sondage. Et en principe, vous allez pouvoir voir les 4 courbes. Donc, voici la 1. Il y aura, à la fin des 4, je vais d'abord vous présenter les 4, et après, il y aura un récapitulatif des 4 en même temps. Donc, la 1, l'idée, c'est de me dire, sur les 10 années précédentes, quelle est celle qui a gagné le plus d'argent. Il n'y a pas de piège, hein. C'est vraiment, quel est votre avis là-dessus. Voici la 2. Donc on s'aperçoit qu'elle est beaucoup plus convaincante au départ et bien moins sur la suite de l'historique. Donc je remets la 1 exprès, la 2, elle se ressemble beaucoup d'ailleurs. Ça c'est la 3, donc on a 2 périodes qui alternent, qui sont vraiment très distinctes. Ah, on m'indique qu'on ne voit plus, d'accord, on voit que le sondage et pas le truc. Alors je vais fermer le sondage, voilà. Je pense que vous allez retrouver l'écran et je reproposerai. Alors, ouais, j'espère que je vais pouvoir le reproposer. Ok, on verra ça après. Le plus important, c'est de voir les courbes. Donc, quitte à ce qu'on fonctionne autrement, c'est ça qui est intéressant. Donc, je remonte le premier. Voici le premier, une courbe régulière sur 2 ans. Le second, une phase de gain beaucoup plus convaincante en début d'historique et ensuite une période à plat. Malgré tout, pas de grosse perte sur la période à plat. Je n'essaie pas de vous orienter dans mes commentaires, je connais pas, j'ai fait ça il y a un certain temps, je me rappelle plus de l'historique et de toute façon rien n'est vraiment intéressant. On est ici pour savoir laquelle est la plus pertinente, pas celle qui va s'en sortir parmi les autres. Ici, nous avons donc une alternance de phases de gain et de perte. Les phases de gain sont convaincantes, mais c'est entrecoupé de phases de perte un petit peu plus importantes. Voici la 4e, une période beaucoup plus régulière avec au milieu ici une période beaucoup plus à plat, qui est, alors voilà, donc pour les 4. Maintenant, je termine avec donc un récapitulatif des 4 courbes. Donc je peux les afficher en plus grand. Et c'est là donc que j'essaye de vous remettre le sondage en disant lequel des 4 vous paraît le plus pertinent. Donc je recommence et ça a l'air de remarcher. Alors allez-y si vous voulez bien participer. Donc moi en temps réel je vois le pourcentage des votants. Donc si vous pouvez voter 1, 2, 3 ou 4. Ah, on me dit qu'il n'y a plus les boutons. Donc comme je l'ai fait voter trop tôt, il est fermé. Donc c'est pas cool. On va rater l'expérience.
D'accord, attendez, si je clique là-dessus, j'ai accès à quoi? J'ai accès à rien du tout, ça me propose une page. Ok. Bon, eh ben, je saurai pour la prochaine fois, je m'excuse. Je remets le truc, vous avez eu que le résultat. Donc, brièvement, si vous voulez bien me mettre dans parmi les questions, vous avez la possibilité de mettre un chiffre, mettez-moi de 1 à 4, je vais laisser 1 minute, et puis après on va passer, tant pis pour moi, j'ai raté mon expérience, de toute façon vous allez voir que c'est relativement intéressant. Donc les premiers votes qui tombent sont pour la 4, la 4, la 1, la 4 et la 1 sont à égalité maintenant, 1 ou 4, ok. Bon, bah, globalement, on va rester sur 1 ou 4. C'est probablement également ce que j'aurais retenu. Donc voilà ce que ça va donner. Alors maintenant, on va passer avec l'affichage de chaque courbe et sur les 10 ans d'historique. Alors voici la courbe 1. Vous la reconnaissez en haut. Je vous remets juste avant pour que vous voyez bien. Je ne le referai pas pour toutes les autres, mais vous voyez bien que j'ai pas triché. On a sur les 2 dernières années, donc en haut la courbe 1 et en bas la courbe sur 10 ans. Donc on a ici ce qui correspond à ici et en fin d'historique la courbe qui est ici. Donc vous voyez que sur une période de 10 ans, cette stratégie n'a pas beaucoup d'intérêt, elle n'est pas très significative sur elle est significative sur la fin de l'historique, mais elle ne l'a pas été sur le reste. Donc là, c'est pas forcément celle qui aurait été choisie. J'ai pas dit qu'il y en avait une. Je voulais vous montrer la difficulté et surtout l'écart qu'il y a entre la réalité et les tests. Donc voilà ce qui aurait pu arriver. On a une courbe qui est très correcte, sincèrement, mis à part un assez grand nombre d'allers-retours. Ici, par exemple. Alors comment je pourrais... Alors apparemment, j'ai un crayon. Là, donc en fait, ici, vous voyez, cette courbe, elle a tendance à faire des choses comme ça. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui a tendance à montrer une caractéristique d'une stratégie qui fait plutôt, qui parie sur des retours à la moyenne. C'est-à-dire qu'elle rentre sur une opération et elle espère qu'on va revenir vers quelque chose. Donc, c'est des courbes qui sont plus bruitées que les autres. Mais elle est quand même relativement régulière, surtout sur cette période-là. On a aussi parfois des phases de gains relativement conséquentes. C'est probablement une courbe qui aurait retenu mon attention hors contexte. Je préciserai pourquoi j'ai dit hors contexte après. Donc ça, c'est relativement intéressant. Donc maintenant, on va passer à la 2. Donc on se retrouve avec une courbe extrêmement similaire par rapport à la précédente, je vous rappelle ici, sauf que les phases de gain et les phases de perte sont plus marquées. Souvenez-vous que dans cette phase ici, dans cette phase-là, sur la courbe précédente, on avait quelque chose de plus régulier. On s'aperçoit qu'ici, on a effectivement quelque chose de plus violent, mais qui correspond à quelque chose de plus violent aussi dans cette phase-là. Donc en réalité, c'est une courbe qui ressemble très pour trait à ce qu'il y avait juste avant, mais qui est beaucoup plus risquée en termes de profil. Donc ça peut avoir ses avantages ou ses inconvénients. Maintenant, la courbe numéro 3. Donc on avait quelque chose qui était avec une fin relativement... Voilà, avec des phases de moins bien, et on s'aperçoit que sur 10 ans, c'est une catastrophe absolue. Maintenant, je suis curieux de savoir, j'aurais dû poser la question à l'envers, en fait, et savoir qui, parmi vous, aurait cru que la 3 allait se transformer en telle catastrophe. Et ça, c'est très important à comprendre, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une stratégie qui affiche ça en test, et qui après peut très bien se comporter comme ça. Il suffit que le marché change de comportement, et que ça devienne une catastrophe absolue. Alors, je repasse. Et maintenant, nous allons sur la dernière, la courbe 4, et qui correspond un petit peu aux 2 premières. Donc, on a une courbe qui est relativement convaincante sur la fin et pas trop sur le début. Alors, comme vous avez pu le voir, ces 4 courbes ont un profil assez similaire. C'est-à-dire qu'à partir de là, on a des gains qui sont relativement significatifs. Et sur cette période-là, des gains qui sont totalement absents. En réalité, c'est j'avais biaisé un petit peu l'exercice pour que ça puisse quand même être intéressant. Sans que vous sachiez le support, vous n'aviez pas la possibilité de comprendre ce qui était en train de se passer, mais en réalité, les 4 systèmes que je vous ai présentés sont des systèmes qui étaient tous sur le marché de l'or et qui étaient tous des systèmes qui étaient beaucoup plus forts sur la partie à la vente que sur la partie à l'achat.
depuis août 2011, cette date-là, on a voilà, on a le marché de l'or qui est très baissier, et donc quasiment n'importe quelle stratégie qui est plus à l'aise à la baisse va gagner de l'argent. En revanche, dans la période où le marché n'a pas du tout baissé, les stratégies qui sont pas bonnes du tout vont perdre de l'argent, comme la précédente. En revanche, les stratégies qui sont relativement correctes vont être capables d'avoir une courbe à l'horizontale. Voilà, je vous rappelle pour mémoire celle-là, qui n'était pas si désagréable que ça sur une période, sur les 2 dernières années, mais qui s'est transformée en catastrophe absolue. Alors, attendez, j'ai des petites icônes, je ne sais pas à quoi ça correspond. Ça c'est quoi? Ok. Ah, ok, j'ai plein d'informations par rapport aux participants. On est assez nombreux, donc quand il y a des questions, etc., on est plus de 40 ce soir. Donc je vous remercie à tous d'être venus et je vous demande juste un peu d'indulgence parce que quand les questions arrivent, etc., ça en met un peu partout. Passons à la suite. Alors, si j'ai fait l'exercice précédent, c'est pour vous montrer à quel point il va être difficile, quand on est en réel, de se poser l'une des questions les plus importantes quand on fait face au trading, c'est celle de savoir ce que je dois faire quand je commence à perdre de l'argent. Moi, en tant que trader discrétionnaire ou un robot en tant qu'algorithme, ne va jamais pouvoir éviter à long terme toutes les périodes où il va pouvoir perdre de l'argent. On reparlera de ça un petit peu après, mais à un moment donné ou à un autre, il va y avoir une phase de perte. Comment je vais réagir à cette phase de perte? Ici, je vous ai pris une stratégie, encore une fois sortie de mon historique, et je vous ai surligné 2 phases de perte. Cette première phase de perte en 2010, et puis ensuite une phase de perte après 2011. Quand on est en début d'historique, la stratégie, mettez-vous en situation réelle, on commence à perdre de l'argent. Visiblement, en tout cas par rapport à l'historique qui nous est proposé, on perd plus d'argent que ce qui nous est proposé. Bon, en général, on a beaucoup plus d'historique, mais à un moment donné, on va se poser la question, est-ce que cette stratégie est capable de rebondir? Le rebond ici a lieu, et puis on recommence à partir à la baisse. Donc ici, on va se poser un certain nombre de questions. Dans le rebond, on va se dire, chouette, tout revient à la normale, et puis de nouveau, ça recommence à perdre, et je vais me poser la question, qu'est-ce que je fais? Si ici je me suis posé sa question, là je vais être exactement dans le même contexte. J'ai une perte qui doit être quasiment trait pour trait, là de ici à là, je dois avoir quasiment la même perte que de ici à là. J'ai le rebond qui se manifeste de la même façon ici, et ensuite je recommence à perdre un petit peu, donc je me dis tout va bien. Et comment est-ce que je vais réagir quand on va casser les plus bas, et surtout on les casse rapidement et on les casse d'une manière prolongée. Donc la question qui se pose quand on va trader soi-même ou quand on va suivre une stratégie, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire quand on va rencontrer ce cas de figure. Alors là, on est dans un contexte relativement intéressant parce qu'on a une stratégie qui est quand même relativement régulière. Quand elle a des phases de gain, elle est capable d'accélérer pas mal. Elle a des pertes qui sont parfaitement contenues, elle a des phases à plat qui sont relativement bien. Donc on sait que quand elle va recommencer à monter, on est capable de récupérer ces pertes relativement de manière rapide. Mais ici, j'imagine qu'un trader qui a vécu ça, il va accepter ce qui est en train de se passer ici, puisqu'on est en train de vivre exactement la même chose. Il va accepter ce rebond technique. Et une fois que cette cassure va être faite, ce n'est qu'ici qu'il va devoir prendre une décision. Toute la complexité du trader face à son écran ou d'une personne face à son algorithme, c'est de savoir ce qu'il va décider là-dedans. Moi, je vais vous dire sincèrement, sans autre information, ici, je ne suis pas capable de prendre une décision. Et c'est là toute l'importance de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette stratégie. La plupart des stratégies qui sont proposées sur Internet sont des stratégies aveugles, c'est-à-dire qu'on ne vous explique pas du tout ce qu'elles font, on vous donne à peine un backtest, vous ne savez pas la fiabilité du backtest ni dans quelles conditions il a été fait. Sans aucune autre information, vous serez incapable de prendre une décision par rapport à cette stratégie. En revanche, si comme tout à l'heure, vous savez que dans toute cette phase-là, la stratégie dans toute cette phase ici, la stratégie a essentiellement gagné, par exemple, sur la hausse du marché. Et que la hausse du marché est terminée. Et que cette stratégie est particulièrement bonne à la hausse, vous savez très bien pourquoi la stratégie s'est mise à perdre.
Et d'un seul coup, vous prenez une décision éduquée. C'est-à-dire que vous êtes en capacité de décider ce que vous voulez faire par rapport à cette stratégie ou pas. Et ça fait une différence fondamentale dans le suivi que vous allez avoir de cette stratégie. Donc ça, c'est vraiment très très important de toujours pouvoir prendre du recul par rapport à ça et de savoir est-ce qu'une stratégie est en train de réagir par rapport à une condition de marché en particulier ou est-ce qu'une stratégie est simplement en train de vivre un drawdown et que vous ne pouvez pas faire la différence. Imaginons par exemple que vous ayez une stratégie qui fonctionne très bien quand le marché baisse, le marché se met à baisser et la stratégie ne gagne pas d'argent. Là, il y a une vraie inquiétude à avoir et vous serez en mesure de savoir que la stratégie, le marché est en train de changer de comportement et il va falloir probablement l'écarter. Ou vous, si vous êtes en train de trader, vous avez toujours su gagner de l'argent à la baisse, le marché baisse et la baisse ne se réalise pas, et bien là, vous allez savoir qu'il va falloir agir sur votre trading parce que la méthode que vous suiviez n'est plus la bonne. Voilà pour ce slide. On va passer au suivant. Pardon. Hop. Alors, ça nous ramène au contexte de trading. Il y a une notion qui est trop ignorée par les gens, qui est celle qu'il y a des moments où on peut gagner de l'argent, quel que soit le trader, et des moments où on ne peut pas gagner de l'argent. Ça va paraître très bizarre, mais en fait, c'est la réalité. Alors malheureusement, c'est vrai que très souvent, cette notion, elle est biaisée parce qu'il y a tellement de propositions sur Internet qui sont faites qu'on a l'impression que à tout moment, n'importe qui peut gagner de l'argent. La réalité, elle est beaucoup plus compliquée. Ici, je vous présente la courbe de performance d'un indice qui est une synthèse faite par une société qui s'appelle Barclay, qui n'est pas en rapport avec la banque, j'insiste. C'est une société indépendante, ils avaient ce nom avant, donc ils ont continué à exercer avec ce même nom. Ils travaillent depuis 1987 à l'enregistrement des performances de tout ce qu'on appelle les traders indépendants de la planète, qui sont organisés sous forme de fonds. Ici, nous avons donc l'indice qui nous intéresse le plus, qui est la courbe de performance des fonds uniquement gérés de manière automatique. Plus de 90% des ordres dans un fonds doivent être passés de manière automatique pour intégrer cet indice. Donc, vous voyez qu'entre 1987 et puis 2000, alors je vais préciser les choses, j'attrape ma flèche, et où là, hop. Ici, nous avions une croissance régulière de cette courbe de performance. Et puis, on a eu un premier hockey en fin 2008, début 2009, avant un regain de performance en deuxième semestre 2010 qui a laissé à penser à tout le monde qu'on était revenu à la normale, avant de faire une grande traversée du désert qui a duré pendant quasiment 3 ans et demi. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que moi, à titre personnel, j'ai eu beaucoup de stratégies qui se sont comportées comme celle-là. Là, vous avez 400 fonds qui gèrent au minimum 3 millions de dollars, parmi donc les meilleurs gérants de la planète et qui ont tous des systèmes de trading différents. Et tous ces gens-là ne sont pas parvenus à gagner de l'argent dans cette phase-là et dans cette phase-là. Je peux vous assurer que la meilleure des stratégies de trading que vous pouviez avoir dans ce contexte, elle aussi, elle aurait été à la peine. Alors, ce ne sont pas des pertes très importantes. Cette catégorie a fait des pertes de 2 à 3% par an sur les 4 dernières années. On est très loin d'un écroulement absolu. Sauf que là, on parle d'une moyenne avec un certain nombre de stratégies différentes et que donc c'est très compliqué pour une stratégie d'être capable d'émerger. Alors moi, j'ai une explication, elle est tout à fait personnelle et je l'ai déjà défendue de nombreuses fois sur mon blog. C'est que le trading à haute fréquence, qui justement s'est banalisé à ces dates-là, a jeté tellement de bruit sur les marchés financiers que nous avons eu des périodes beaucoup plus compliquées pour les stratégies automatiques. Maintenant, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est, je l'ai déjà dit depuis le début de l'année, hop, voilà, j'efface tous les dessins, j'en remets d'autres. C'est que vous voyez que depuis le mois d'avril de cette année, on a une hausse continue de cet indice. Et à titre personnel, j'insiste pour dire qu'on a vraiment un changement de comportement de la plupart des stratégies. Et nos clients le savent, on a des gains très conséquents sur certaines stratégies CFD Performance depuis le mois de mars-avril cette année. Et donc, le message que je veux faire passer derrière cette courbe, c'est que ce n'est pas la peine de se battre dans un univers où on n'a aucune chance, parce qu'il y a des moments où le marché est tellement aléatoire qu'il va être extrêmement compliqué de faire des performances différentes. Alors, pour vous le montrer, je vais passer rapidement en revue un certain nombre de fonds
qui sont donc gérés uniquement de façon systématique. Alors ici, vous avez les 40 fonds qui sont en France, qui sont ce qu'on appelle les fonds absolute return, c'est-à-dire des fonds qui ne cherchent pas à être impactés par l'évolution de la bourse et qui veulent donc gagner de manière régulière. Et donc vous pouvez vous rendre compte que ici vous avez 0, pardon, oula, ma ligne n'est pas vraiment droite. J'essaie de la refaire. Ouais. Vous avez donc 0, la ligne de performance. Donc vous avez quasiment tous les fonds, sauf quelques-uns, qui sont en gain depuis le début de l'année. Donc vous avez, allez, à tout casser sur 40 fonds. Vous avez 5 fonds qui sont en perte et 35 qui sont en gain. C'est pour vous prouver que quand le contexte est favorable, quelle que soit la méthode, on va gagner de l'argent. Quand le contexte est défavorable, quelle que soit la méthode, on va en perdre. Donc il faut toujours se remémorer quel est le contexte et si c'est porteur. À l'heure actuelle, ça faisait quasiment 7 ans depuis 2008 que je n'avais pas vu des conditions aussi profitables pour faire du trading automatique. Donc j'insiste sur ce sujet. Maintenant, on va regarder quelques-uns de ces fonds pour vous convaincre de la très très forte corrélation des stratégies entre elles. Donc ici, on a un premier fonds qui est de la société Next. Vous avez le nom qui est ici. Hop. Voilà. Donc vous avez en gris la moyenne du secteur. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est de constater comment, quand la moyenne du secteur est en baisse, vous avez le fonds qui est en panne de performance. Donc ici, on a le fonds qui est en panne de performance et on voit bien que sur 2 mois, vous avez le secteur qui est en baisse. Ici, on a le fonds qui est en panne de performance. On voit bien que sur 2 mois, le secteur est en baisse. Bon, à la fin, ils ont visiblement eu un gros accident au mois de septembre dernier. Donc ça, c'est une situation un peu particulière, mais vous allez voir que ça va se retrouver tout le temps. Et si j'insiste, c'est que là, on n'est pas en train de regarder un fonds avec un gérant. On est en train de regarder des dizaines de fonds avec des dizaines de gérants qui n'ont rien à voir avec les autres. Ici, on a la société Man qui est très active dans le secteur du trading automatique, qui gère des milliards d'euros. Et on s'aperçoit qu'ils sont impactés exactement de la même façon. Le marché est difficile pour tout le secteur, il est difficile pour eux. Il est difficile pour tout le secteur, il est difficile pour eux. Alors, ils ont un mois difficile ici. Visiblement, ils ont eu aussi un mois un peu compliqué ici. C'est peut-être des choix qui ont été faits. On passe au suivant. On a SEB-SICAV 3, je ne vais pas vous refaire les petits graphiques, mais vous avez compris. Vous voyez qu'au mois de janvier de cette année, ils ont plongé comme tous les autres. Et un quatrième, pour bien vous convaincre, c'est Cyril Systématique de la société Long John en France, et donc qui sont comme les autres, qui ont plongé en début d'année. Donc ça, c'est très important de réaliser que vous pouvez être n'importe quel trader au monde. Si les marchés ne répondent pas de manière favorablement, vous n'aurez aucune chance. Là, on parle de fonds qui emploient les meilleurs traders au monde, qui également sont dans la profession depuis très longtemps. Cyril Systématique est un fonds qui existe quasiment depuis 10 ans, donc qui maîtrisent leur sujet. Si eux ne sont pas capables de gagner, je peux vous assurer qu'il n'y a pas grand monde qui est capable de gagner. Alors quand on voit des cours sur Internet de gens qui affichent des gains quasiment constants, quelles que soient les périodes, eh ben, c'est forcément du mensonge, car la réalité, c'est que quand vous avez 400 fonds qui sont audités comme cela, hop là, on est là, et que quasiment aucun n'est capable de s'en sortir sur cette période-là, bah, vous savez que la réalité, elle n'est pas aussi rose que ce qu'on veut vous vendre, mais que, en revanche, et c'est ça que j'insiste, c'est que je ne connais aucune autre courbe d'investissement qui va vous permettre d'avoir une telle régularité de placement. Bah, donc, ma souris a décidé de suivre la courbe au plus près. Bon, c'est pas grave, je vais pas y arriver. Donc, vous allez avoir une régularité de placement qui est vraiment sur du très long terme, qui est bien plus convaincante que n'importe quel autre produit boursier que vous allez sur lequel vous pourriez investir. Voilà. On passe au slide suivant. Ça, on a vu. Alors ici, je fais le détail très brièvement d'un de ces 4 fonds. Je crois que c'est le premier que j'avais pris, c'était celui de Next. Vous voyez, cette année, il est à 23, il était à moins 6 l'année dernière, à moins 20 l'année d'avant et à moins 8 l'année précédente, puisque le graphique que je viens de montrer, c'était uniquement depuis 12 mois, mois par mois. Là, je vous montre année par année. Et donc, vous apercevez que par rapport à la courbe que je vous ai montrée, qui fait l'audit des 400 fonds, ben, vous apercevez que vous avez des choses extrêmement similaires, c'est-à-dire que jusqu'en 2008, on avait des performances qui étaient exceptionnelles
avec 58% en 2008. En revanche, ça s'est planté en 2009. Ça a réussi, vous vous rappelez, le pullback en 2009. Et puis derrière, 3 années de pertes relativement conséquentes avant d'être de nouveau convaincant depuis cette année. Donc c'est pour vous montrer le niveau de corrélation exceptionnelle qu'il y a entre un fonds, voilà, entre un fonds en particulier et toute la profession en général. C'est pas la peine de penser qu'on est un trader de génie et qu'on va pouvoir arriver à faire bien mieux que les autres. La réalité, c'est que quand le marché est pas là, il n'est pas là pour personne. Et ça, c'est une vraie difficulté. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut contrôler son risque, et c'est la raison aussi pour laquelle, même si on est en train de parler de trading algorithmique, vous avez compris maintenant que la réponse à la question du webinaire, est-ce qu'on est capable de gagner de manière permanente toutes les semaines, tous les mois, etc. La réponse est non. C'est que quand vous aurez des périodes comme celle-ci qui sont complètement défavorables à tout type de trading, parce que je peux vous assurer que si vous avez une courbe aussi régulière sur le trading systématique, elle est nettement moins régulière pour n'importe quel autre type de trading. Donc il est totalement impossible de gagner avec autre chose. Là, j'ai raffiché, voilà, j'ai pris un fond, c'est pas le précédent, c'en a encore un autre. Je crois que celui-là, c'est celui-ci, c'est Cyril Systématique. Et donc, vous voyez, on reconnaît la courbe de la fin. Et donc, vous voyez que en 2008, ils ont gagné de l'argent jusqu'en fin 2008 avec toujours cette accélération exceptionnelle. Ensuite, ils en ont perdu. Eux, ils n'ont pas eu le pullback en 2010 qui leur a permis de retrouver des plus hauts. Et puis depuis, ils ont perdu depuis et ils se retrouvent après. Alors, vous allez me dire, si tout le monde fait pareil, quel intérêt de prendre un fonds plutôt qu'un autre? Alors malgré tout, vous en êtes aperçu sur les performances ici, je vais les passer plus lentement, mais voilà, ça c'est la catégorie. Vous apercevez quand même que vous avez des performances qui sont extrêmement différentes d'un fonds à l'autre. Vous avez des fonds qui gagnent juste 2-3% depuis le 1er janvier. Là, on s'aperçoit que la plupart, globalement, sont aux alentours de 10-12%. Et puis que pour s'éloigner de 10-12%, c'est beaucoup moins fréquent, avec ici un fonds à 25. Et au-dessus de 30, il n'y a que 3 fonds en France qui font plus de 30% depuis le 1er janvier. Donc la réalité, c'est qu'il y a un contexte général. Tout le monde va gagner ou perdre. Mais à l'intérieur, en fonction de la solution que vous allez choisir, vous allez avoir des fonds qui vont être beaucoup plus animés en termes de risque et qui vont avoir du potentiel beaucoup plus important ou beaucoup plus faible. Donc voilà les 4 fonds qu'on a déjà vus et on passe au slide suivant. Alors pourquoi ce graphique va probablement en effrayer plus d'un? Je vais essayer de vous l'expliquer. Je vais enlever la petite flèche pour l'instant qui n'a rien à faire ici. Alors pourquoi en réalité est-ce qu'on a comme ça des gains qui sont concentrés et qui vont concerner toutes les stratégies de trading, quelles qu'elles soient, à un certain moment ou personne à un autre moment? En réalité, c'est que beaucoup trop de gens pensent qu'on peut gagner sur le marché, quelles que soient les conditions de marché. La réalité, elle est beaucoup plus compliquée. C'est qu'en fait, on va gagner sur le marché quand le marché fait des choses exceptionnelles. J'insiste sur le mot exceptionnel au sens statistique du terme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va arriver sur le marché qui n'est pas arrivé avant. Ça peut être bénéfique ou ça peut être au détriment de la gestion de son portefeuille. Le reste du temps, quand le marché va faire des choses normales, on est dans le domaine de l'aléatoire. C'est-à-dire que les bonnes opérations vont compenser les mauvaises. Mais on va être dans le ventre mou de la gestion et de la stratégie. Vous savez que je suis courtier pour BestCFD, que c'est ma société. J'ai accès à des centaines de comptes depuis des années. Et je peux vous assurer que la courbe que je suis en train de vous présenter est typique des portefeuilles gagnants et que c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que vous allez avoir un nombre très très faible d'opérations qui correspondent aux événements exceptionnels qui sont ici, enfin tous les points verts, et qui vont être compensés de l'autre côté par des pertes exceptionnelles qui sont tous les points rouges. Quand on va faire la soustraction, la somme, pardon, de tous ces gains et qu'on va enlever toutes les pertes, on va se retrouver très exactement avec la performance du compte. C'est-à-dire que toutes les opérations qui ont été passées au milieu, qui sont des petites opérations, vont être statistiquement du bruit. Toutes celles qui sont en très léger gain, donc au-dessus de la ligne de 0 qui est ici, donc la ligne de 0 doit être vaguement ici au milieu. Toutes celles qui sont au-dessus vont payer toutes celles qui sont en dessous. Mais à chaque fois, on va faire des petits gains et des petites pertes qui vont se compenser. Les vrais gains ou les vraies pertes de votre compte de trading va être ce qu'il va avoir au-dessus moins ce qu'il va avoir en dessous. Ils sont jolis, mais cercle mauve. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc je vais
enlever tout ça et puis essayer d'être plus clair. Donc, on fait la somme de tout ce qui est au-dessus de ça, on enlève tout ce qui est en dessous de ça, et le résultat final, c'est la performance de votre compte. Donc, c'est ces événements exceptionnels qui vont être très, très, très importants. La conséquence de ça, si sur le marché, il n'y a pas d'événement exceptionnel, s'il ne se passe rien sur lequel on va pouvoir capter des très gros gains, ou à la limite, qui vont créer des très grosses pertes. Mais pour faire ça, c'est parce qu'à un moment donné, il se sera passé quelque chose d'exceptionnel. Si on ne peut pas capter de très gros gains, il n'y a aucun moyen de faire des gains en bourse. Donc ceux qui disent qu'on est capable d'accumuler des gains toutes les semaines, c'est impossible, puisque la réalité, c'est que tout le ventre mou des opérations va créer cette espèce de bruit statistique qui va rapporter ni va coûter au portefeuille. Et ensuite, c'est la gestion de ces événements exceptionnels. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que les particuliers ne gagnent pas en général, et c'est une statistique qui est vraie, parce qu'en fait, sur un compte de particulier, vous allez avoir beaucoup d'opérations qui vont être des pertes exceptionnelles parce que les gens ne savent pas couper leurs pertes. Donc, ils vont avoir beaucoup d'opérations comme celle-là. Et il y aura très, très, très peu d'opérations avec des gains exceptionnels parce que les gens ne savent pas gagner. C'est très compliqué d'avoir une position qui commence à gagner 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros et de la laisser porter. La plupart des gens ont vécu tellement d'opérations qui se situaient ici sur le ventre mou qu'à un moment donné, quand ils en ont une qui va commencer à sortir de l'ordinaire, la seule chose qui leur traverse la tête, c'est « je ne veux pas reperdre ce que je viens de gagner ». Et donc, en fait, ils vont être ici, et puis cette opération, si ça se trouve, eux, la couper ici, eh ben, ils l'auront coupée ici quand ils seront sur le haut de ce qu'ils avaient l'habitude de gagner, parce qu'ils vont se dire « oh là là, je ne veux pas la reperdre », et ils l'auront coupée en anticipation. Et malheureusement, c'est toutes ces coupures en anticipation qui font qu'ils n'auront pas ces gains exceptionnels qui sont dans cette bulle, alors qu'ils auront les pertes exceptionnelles qui sont en dessous de ce trait. Et au final, statistiquement, ça va jouer contre eux et ils vont perdre de l'argent. Donc ça, c'est très, très, très important de comprendre. C'est la raison pour laquelle, par rapport au graphique que je vous ai présenté juste avant, quand le marché ne donne pas de situation exceptionnelle et quand on est dans un marché totalement aléatoire, il est totalement aléatoire pour moi, il est aléatoire pour vous, il est aléatoire pour n'importe qui. Et donc, on va juste faire du trading qui va se situer dans ce ventre mou et personne ne va être capable de gagner de l'argent. On va trader ici et personne ne va être capable de tirer des gains exceptionnels ou des pertes exceptionnelles. D'ailleurs, on est un peu, sur cette stratégie-là en particulier, on est un peu dans ce cas de figure parce que regardez, depuis toute cette période de temps-là, qui représente quand même un certain nombre d'opérations, il y a eu un seul gain exceptionnel alors que dans le même temps, il y a eu 2 ou 3 opérations perdantes. Donc, il est certain que si on affichait la courbe de cette stratégie, je ne veux pas mélanger les informations que je vous donne, mais la situation ne serait pas très porteuse. Tout simplement parce qu'il a fait 2-3 pertes exceptionnelles, il n'a eu qu'un seul gain exceptionnel, et tout le reste s'est compensé. Donc, la réalité, c'est que tant que le marché ne nous donne pas des opportunités, il est impossible de gagner qu'on s'appelle Samuel Rondeau, ou les stratégies de Samuel Rondeau, ou qu'on s'appelle le plus grand trader du monde. Et ça, c'est une réalité qu'on ignore souvent et qui est masquée par les statistiques qu'on vous balance sur les sites de vente. Et donc ça, c'est une réalité très, très intéressante. Alors, on va passer, je crois qu'il reste un slide. Alors ici, voilà, je vais illustrer ce propos en vous montrant donc la courbe de performance du portefeuille exemple que j'ai mis en œuvre sur CFD Performance depuis quelques semaines. Donc pour ceux qui suivent mon actualité, vous savez que depuis le 20 août, je propose à notre clientèle un portefeuille type qui est un portefeuille d'un certain nombre de stratégies avec une orientation très particulière. Et donc ici, on va regarder la performance produit par produit de ce portefeuille. Parce que ce qui est aussi très intéressant de savoir, c'est que produit par produit, vous allez avoir des stratégies qui vont se comporter de manière différente. J'ai l'habitude de dire, par exemple, que le DAX est un marché qui se comporte beaucoup mieux à la hausse qu'à la baisse. Il est beaucoup plus facile de trader le marché du DAX quand le marché monte. À l'inverse, il est beaucoup plus facile de trader le marché du CAC quand le marché baisse qu'à la hausse. Ça, c'est une typicité de marché. Et vous pouvez prendre 1 millier de stratégies, vous allez retrouver ça encore et encore et encore. Donc, il faut à tout prix, il faut apprendre ces règles essentielles pour construire son portefeuille, parce que si on les ignore, on aurait un portefeuille qui serait uniquement basé sur le CAC, ou uniquement basé sur l'or, ou uniquement basé sur le DAX, et qui répondrait qu'à un seul type de marché. Par exemple, ici, nous avons donc la courbe de performance de ce portefeuille. Donc, vous avez le 0, on a commencé ici, donc le 0 est rappelé ici. Bon, je ne vais pas arriver à faire une ligne horizontale, donc je ne vais pas gâcher le graphique. Et donc, pendant que le DAX, ici, c'est les gains uniquement sur le DAX, après on va passer sur le CAC et on verra l'ensemble du portefeuille. On s'aperçoit qu'en
en fin août, début septembre, le DAX est un marché qui est monté et on a créé des gains. Ensuite, le DAX est le marché européen, vous le savez, a été beaucoup plus compliqué à partir du 20 septembre et s'est orienté à la baisse. Et le DAX a été incapable de protéger ses gains, a perdu jusque-là. Et depuis que le DAX est en train de reprendre, on est en train de gagner. Ce qui est très très important, c'est que ces gains dans leur ensemble soient compensés par d'autres stratégies à côté. Donc si je passe par exemple sur les stratégies du CAC, ce qui sera très important, c'est que dans cette première phase où on a vu des gains sur le DAX, eh ben, on n'ait pas trop de pertes sur le CAC. En revanche, après, une fois qu'on a eu ces pertes sur le DAX, il faut qu'elles soient compensées sur le CAC. Et on constate que c'est effectivement ce qui s'est passé. On a ici une période dans laquelle on commençait à zéro ici. On a quelques pertes qui sont marginales par rapport aux gains que nous avions sur le DAX. On a 250 € de pertes à peu près sur ce compte qui est un compte de 5000 €. Nous avions 800 € de gains dans la même phase sur le DAX. Donc on a un cumul des deux qui est largement profitable. Ensuite, quand le DAX commence à trébucher, on a des gains qui viennent compenser et qui viennent freiner la décélération du DAX. Pour autant, ces gains n'ont pas tout compensé. En revanche, quand le plus gros de la crise est arrivé et que la volatilité a été porteuse sur le CAC, elle a été également porteuse sur le DAX, et donc on a eu des gains des deux côtés. Ce qui nous donne une courbe globale qui va ressembler à ça, enfin qui ne va pas ressembler, qui est très exactement celle-là d'ailleurs. Et donc, ce que je voulais insister, donc ici vous avez entrée continue, ici qui démarre ici, la courbe de performance du portefeuille, donc qui commence à 0, et ici en fond, en bougie de 4 heures, la courbe du CAC. Donc on voit bien que tant que le CAC était haussier ou à l'horizontale, on a été capable de faire des gains. Ensuite, il y a eu un freinage avec des faux signaux qui ont donc correspondu à cette période de perte. Ensuite, une première partie de la baisse où le portefeuille est resté globalement à l'horizontale. Et puis quand la baisse a réellement accéléré, on a été capable de créer, avec la volatilité, une première partie de gains. Et quand la hausse, le rebond est arrivé, on a poursuivi ces gains. Ce qui fait qu'au final, sur toute la période, nous avons des gains relativement substantiels puisque ce portefeuille, au jour d'aujourd'hui, est en hausse de... Magnifique montré, j'aurais mieux fait de m'abstenir. Et ce portefeuille est en hausse de 26%. Alors que sur la même période, entre ici et ici, vous voyez très bien que le CAC, dans la même période, est passé de 4250 à 4100. On a perdu donc 150 points, qui correspond à une perte d'un petit peu plus de 3%. Donc, dans le même temps où le marché perdait 3%, vous avez ce portefeuille qui a gagné 26%. On a fait ça uniquement grâce à la diversification des types de trading et des stratégies. Alors, je vois une première question. Donc, c'est mon dernier slide. Donc, on va pouvoir commencer à répondre aux questions. Donc, vous pouvez écrire vos questions et je vais répondre aux premières et ensuite, j'essaierai d'aller vers celles qui me paraissent les plus intéressantes par rapport au sujet qui nous aborde. Alors, monsieur, vous me demandez comment sélectionner la stratégie si on ne sait pas prévoir les événements exceptionnels. C'est une très bonne question. En fait, chaque stratégie qui va vous être proposée, si elle a été bien sélectionnée, va avoir des événements exceptionnels. Maintenant, ces événements exceptionnels, ils vont dépendre de deux facteurs. Le premier facteur, c'est le marché sur lequel vous êtes en train de trader cette stratégie. La stratégie qui est à l'écran, je ne me rappelle plus, mais je pense que c'est une stratégie sur l'or. Nous proposons des stratégies sur 4 marchés différents. L'or, le pétrole, le CAC et le DAX. J'ai choisi ces marchés volontairement parce que ces 4 marchés ont des profils qui se complètent parfaitement et qui nous amènent une diversification parfaite lorsqu'on a une évolution dans le temps du marché. À savoir que le CAC est un marché qui est plutôt bon quand le marché baisse. Donc les stratégies qu'on va brancher sur le CAC vont bien mieux marcher quand le marché va baisser. On l'a vu sur la courbe de performance pendant le mois de septembre et le mois d'octobre. Le DAX, c'est un marché qui va bien marcher quand on est à la hausse. Donc bien évidemment, il va compenser ce qui se passe sur le CAC. Le troisième marché, c'est celui du pétrole. Le pétrole est un marché qui est très compliqué pour les stratégies, mais qui, moi, me paraît fondamental dans la diversification d'un portefeuille, tout simplement parce que c'est un marché géopolitique. C'est-à-dire que
quelques fois par décennie, il va s'embraser à certains moments et créer des gains très très conséquents, alors que pendant le reste du temps, on va rien faire. Donc sur le pétrole, il y a des situations où on va rien gagner ou perdre un tout petit peu pendant 10 mois consécutifs, et en un mois ou en un mois et demi, non seulement on va rattraper ces 10 mois précédents d'érosion, mais on va gagner beaucoup plus que ce qui était arrivé. Donc ça, c'est le marché géopolitique, c'est le crude oil. Alors les gens ont tendance à pas en brancher beaucoup, je le vois dans les statistiques de notre plateforme, tout simplement parce qu'ils disent bah regardez, il s'est rien passé depuis 8 mois. Et la réalité c'est que ça ne m'intéresse pas si ça s'est passé ou pas passé. Moi ce que je veux, c'est que le jour où il y aura un embrasement géopolitique, il est probable que le reste de mon portefeuille souffre particulièrement parce qu'il y aura une volatilité exacerbée sur les marchés et que c'est pas du tout dit que ce soit capable de faire des gains. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est que ce jour-là, j'ai des gains substantiels sur le pétrole pour réduire le risque global de mon portefeuille. C'est ça qui m'intéresse. Et dernière catégorie, vous la connaissez, c'est l'or, qui est censé nous protéger contre tous les maux de l'économie, bien évidemment, à long terme. Tout le monde prévoyait il y a quelques années l'or avec des hausses considérables. C'est aussi un enjeu financier très important et les stratégies que nous proposons sont capables de gagner régulièrement sur l'or, que l'or monte ou que l'or baisse. Donc ça, c'est ce qui est intéressant aussi. Donc c'est la raison pour laquelle. Donc pour moi, l'idée, ce n'est pas d'aller choisir une stratégie et de dire tiens, celle-là a un meilleur potentiel dans les prochaines semaines parce que on va avoir un événement exceptionnel. Non, c'est au contraire de construire un portefeuille qui va avoir 4 piliers, le CAC, le DAX, l'or et le pétrole. Et ces piliers vont s'exprimer à des temps différents et vont avoir des événements exceptionnels qui vont être différents. Parfois, ils peuvent être ensemble. Par exemple, on a vu là sur le graphique que je vous ai présenté avec les gains CAC et avec les gains DAX, qu'on a eu une très forte accélération gain CAC en même temps qu'on avait une très forte accélération DAX. Donc ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose sur laquelle on doit travailler, c'est qu'une stratégie a un type de trading. Ce type de trading, c'est qu'elle va aller chercher des événements exceptionnels différents. Vous avez par exemple un premier type de trading qui est du trading en tendance. Donc je vais acheter quelque chose de cher parce que je pense que ça va monter beaucoup plus haut et je vais miser sur la tendance. Le deuxième type, c'est de retour vers la moyenne. J'achète quelque chose qui est en train de baisser en espérant qu'il va rebondir. Ou alors c'est trop monté, je le vends à découvert en pensant qu'il va baisser. Ça, c'est un deuxième type de trading. Il faut savoir que les événements exceptionnels sur le trading en tendance vont arriver quand le marché va s'emballer à la hausse ou à la baisse. Or, quand on parie sur un retour vers la moyenne, c'est là où vous allez vous faire assommer sur ces types de stratégies. C'est-à-dire que si vous pensez qu'on a baissé un peu et que vous pariez sur un rebond et qu'en fait cette petite baisse c'est une très grosse baisse, et ben cette stratégie-là elle va se faire allumer, mais la stratégie de tendance elle va compenser. Donc vous aurez votre événement exceptionnel qui va être un vert sur les stratégies de tendance, alors que ça sera un rouge sur la stratégie de contre-tendance. Donc tout l'intérêt d'un portefeuille de stratégie, c'est de pouvoir diminuer le risque tout en préservant la conservation de votre capital et sa croissance à long terme. Voilà, je vais prendre une deuxième question. Il y a des tas qui sont arrivés. Si vous m'excusez juste une seconde, prendre un tout petit peu d'eau. Alors, il y a beaucoup qui sont arrivés, alors j'essaie d'aller très vite. Alors ça m'intéresse beaucoup. Quelle est la performance espérée avec un portefeuille diversifié et avec un faible levier? C'est très difficile à répondre, tout simplement parce que ça va dépendre d'un élément unique qui est ce que va vous donner le marché. C'est-à-dire que vous l'avez vu tout à l'heure dans les historiques de portefeuille, vous avez une année comme 2008 qui est la dernière année où moi, à titre personnel, j'ai gagné énormément d'argent. Je fais plus de 60% cette année-là sur mon portefeuille systématique, comme un certain nombre de fonds, sans prendre trop de risques. Tout simplement parce que la volatilité était là, mais c'était pas la seule chose. Il y avait la volatilité, mais il y avait l'extrême lisibilité du marché. Le marché était super facile. C'était la crise pour tout le monde était en détresse, pas possible. Mais pour le trading systématique, on n'a jamais eu des signaux qui ont été aussi clairs. Et la réalité, c'est celle-là. C'est qu'à un moment donné, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Et donc, je ne peux pas répondre à ça. Par contre, ce que je peux vous dire, et ça, c'est une information très intéressante, c'est que votre risque, il est directement corrélé à 2 facteurs. C'est assez évident. C'est la diversification de votre portefeuille. Plus votre portefeuille va être diversifié, plus vous allez avoir des produits différents avec des stratégies différentes, plus vous allez être capable de limiter votre risque. Mais dans une certaine mesure, vous allez limiter aussi votre profit. Donc, ce qui est bien, c'est de trouver un bon intermédiaire entre votre potentiel risque et votre potentiel profit. Plus vous allez avoir de stratégies, plus vous allez limiter votre risque, mais plus vous allez limiter votre profit aussi.
Donc, il faut trouver un bon équilibre entre trop peu et pas assez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que de manière générale, si votre sélection elle est bien faite, que vous avez au moins 3 produits différents et que vous avez au moins 3 types de stratégies différents, vous allez avoir toujours votre risque qui est la moitié du potentiel que vous allez essayer de viser. Si vous dites je construis un portefeuille avec l'historique des performances, je m'aperçois que ce portefeuille devrait gagner à peu près 10% par an, grosso modo le portefeuille de votre le risque de votre portefeuille va être la moitié, va être de 5%, à peu près un ratio de 1 sur 2. Voilà, le portefeuille que j'ai construit, qui est le portefeuille exemple, l'objectif c'est d'avoir un portefeuille avec un levier 3, c'est un objectif agressif, c'est un portefeuille dynamique, on est déjà à plus 26% après simplement 2 mois. Le risque a été à peu près pour l'instant équivalent à peu près de 25%. C'est normal. Le risque d'un portefeuille classique, sans un levier 1, il se situe entre 10 et 14%. Quand on a une diversification de choses comme ça. Donc quand on va prendre un levier 3, on va être 3 fois 10, entre 3 fois 10 et 3 fois 14, donc on va être à peu près entre 30 et 45% de risque, mais avec un potentiel de profit qui lui est entre 15 et 20% à peu près. Donc vous allez avoir un potentiel de profit qui est autour de 50 à 70%. Voilà, c'est l'objectif qu'on se fixe avec ce portefeuille dynamique. Bien évidemment, chaque client peut ajuster très exactement le levier qu'il se fixe et les stratégies qu'il va pouvoir sélectionner. Question suivante. Le portefeuille type est-il suffisant pour avoir des gains? Il est bien sûr suffisant, il a été fait dans cet esprit-là. C'est un portefeuille exemple, c'est-à-dire que au fil de l'évolution du portefeuille, je le modifie et je l'altère. Et mon objectif, c'est à chaque fois d'expliquer pourquoi je fais ce choix. Et c'est grâce à cette formation que vous allez être vous-même capable de faire des choix plus tard. Par exemple, j'ai fait un choix directionnel il y a quelques semaines de ça. L'or est en phase de baisse depuis plusieurs semaines. Je pense qu'on est en train de plafonner, si je peux dire, enfin on est en train de talonner techniquement à la baisse. Et à mon avis, on devrait avoir des rebonds assez violents à la hausse. J'ai donc orienter mes stratégies pour travailler plus à la hausse qu'à la baisse. Voilà, j'ai mis ça en place sur le portefeuille, j'ai expliqué comment le faire, j'ai expliqué quelle était la démarche intellectuelle qui était derrière ça, et tous les abonnés ont reçu les informations par rapport à ça. Et donc vous allez vous dire vous-même, eh ben, tiens, dans l'avenir, je vais essayer de répliquer ça avec un certain nombre d'idées. On verra si ça marche ou pas, on en tirera les conclusions. Pour l'instant, le portefeuille modéré, lui, n'a pas été modifié et suit les deux sens. Il n'a pas gagné un centime sur l'or, et le portefeuille qui ne travaille qu'à la hausse n'a pas gagné non plus. C'est logique, le marché a continué légèrement à baisser, mais il n'a pas perdu plus que l'autre. Donc ce qui montre que pour l'instant ma théorie a fonctionné. On verra lorsque le rebond va se manifester. Maintenant, très sincèrement, ça n'a pas eu un avantage considérable parce que avantage il y aurait eu uniquement si le choix que j'avais fait avait été beaucoup plus pertinent que l'autre, et ça n'a pas été le cas. Question suivante. Alors on me demande si on peut descendre les unités de temps, c'est-à-dire si on peut avoir des stratégies qui sont beaucoup plus actives. Globalement, je vais vous dire, plus on passe d'ordre, plus on va être dans le ventre mou, c'est le bon graphique qui est ici, on va être dans le ventre mou de ce graphique, c'est-à-dire plus on va avoir d'ordre ici, et surtout le problème qui va se poser, c'est que quand on va choisir des unités de temps 2 minutes, la remise en question, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand on trade sort? C'est simplement la remise en question du trade. C'est-à-dire que je suis rentré pour une raison, le marché monte, à un moment donné, cette raison n'est plus valable, je décide de sortir de ma position, un gain ou une perte. Ça correspond à l'entrée, à la sortie. Plus je vais réduire mon unité de temps, plus cette remise en question va être fréquente. Et plus statistiquement, la probabilité que lors d'une accélération, cette remise en question, elle ait une réponse oui, c'est-à-dire que ça me dise il faut sortir du trade, elle va être valable. Donc en fait, plus je vais raccourcir les unités de temps, plus je vais avoir des trades qui, au lieu d'être là-haut, seront dans cette zone, et plus le ventre mou va être solide ici. Toute la difficulté, ça va être de conserver cet avantage statistique quand on va tenir compte d'un certain nombre d'éléments réels, comme le slippage, comme les mauvaises exécutions, comme les problèmes techniques, comme les coupures de plateforme, etc. Petite parenthèse, vous savez que la solution que nous proposons
tout est ce qu'on appelle server-side, c'est-à-dire que tous les ordres sont envoyés directement au serveur. Donc vous, que votre machine fonctionne ou ne fonctionne pas, à partir du moment où vous avez sélectionné les stratégies et qu'elles sont sur votre compte, les ordres passeront de manière certaine. C'est de notre côté que nous assurons que tout fonctionne et je peux vous assurer par expérience que c'est beaucoup plus simple d'avoir un serveur avec un certain nombre de backups et de s'assurer que ça fonctionne que une centaine de clients ou 200 clients pour avoir l'exactitude sur tout le monde. Alors, on me dit que la performance est irrégulière. Alors, je voudrais insister ici. J'essaie de retrouver le bon slide. Donc, on me dit que cette performance est irrégulière. C'est vrai. Sauf que je vous rappelle que là, on a un effet zoom de magnification qui est énorme. C'est-à-dire que quand je prends attendez, je recherche le bon, excusez-moi. Voilà. Ici, je prends, ça c'est un des problèmes que beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Quand j'ai ici une courbe comme ça qui est présentée sur un certain nombre d'années, encore ici on a 2 ans, mais c'est encore plus vrai si vous avez un graphique qui est sur 10 ans. Vous allez avoir une courbe qui est sur ces 10 années et qui paraît magnifique parce que globalement elle est en croissance. Bon, celle-là finit par chuter à la fin, mais imaginons qu'on occulte la période finale. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que ici vous avez des phases de recul qui sont parfois extrêmement longues et douloureuses. Vous avez des périodes à plat qui peuvent être relativement longues. Ici, on avait par exemple une période à plat qui est une période qui doit probablement faire au moins 4 ou 5 mois. Qu'est-ce qui compte pour vous ? Est-ce que c'est l'accumulation de la performance sur le long terme et d'être capable d'avoir une performance à long terme, ou est-ce que c'est une performance régulière? Si vous voulez une performance toutes les semaines ou tous les mois, comme je vous l'ai dit et comme je l'ai démontré dans ce webinaire, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister tout simplement parce que personne n'est capable de vous garantir que malgré que vous tradiez suffisamment de marché, vous aurez des événements exceptionnels qui vont se manifester de manière suffisamment récurrente pour que le marché vous paye. Si vous êtes à une table de poker et qu'en face de vous, vous avez des gens endormis et qui veulent prendre aucun risque, et ben vous allez passer votre temps à mettre la mise de départ et puis rien va se déclencher. À un moment donné, il faut que quelqu'un prenne un risque. C'est la même chose sur le marché. À un moment donné, il faut que les marchés fassent quelque chose. Si le marché fait rien pendant des semaines, vous allez avoir votre portefeuille qui va reculer. Et si on va à l'extrême, c'est-à-dire que si on reprend ce qui s'est passé pendant toutes ces années-là, vous pouvez très bien avoir un portefeuille qui a reculé. Là, c'est vraiment le bon exemple. Vous avez une courbe qui date depuis 1987. Ça nous fait à peu près plus de 30 ans. Et sur 30 ans, vous avez un recul et vous dites, ah ben c'est génial, cette courbe elle est absolument fabuleuse, moi je veux un investissement qui fonctionne comme ça. Sauf que sur 30 ans, vous avez quand même une période ici qui est de là à là, vous n'avez pas gagné un copec. C'est 2004, 2005, 2006, 2007. Et vous vous dites en 2007, ah je suis fatigué de ce marché, j'en veux plus. Sauf que 2008 est l'année de gain la plus grande depuis 1987. En 1987, on a eu des gains de 50%. Tout simplement, c'est la volatilité qui a amené tous ces gains. Et beaucoup de gens se sont lassés. Moi, je m'occupais d'un hedge fund dans ces années-là. Beaucoup de gens se sont lassés, en ont eu marre. On dit allez, j'arrête, je vais faire autre chose. La bourse c'est trop facile, ça monte tout le temps, ou etc. Ou j'en sais quoi. Et ils sont passés à côté du gain le plus exceptionnel de l'histoire des marchés parce qu'ils sont sortis à un moment donné. Et ça, c'est le problème des gens qui rencontrent les courbes pour la première fois. Ils voient d'un côté des courbes sur du très long terme qui les intéressent et ils disent wow, la régularité sur ces 30 années est vraiment significative et je suis convaincu c'est un investissement qu'il faut que je fasse. Et après, quand ils sont dans le vécu, ils sont au quotidien, ils ont tous ces micro-mouvements qui vont s'accumuler les uns après les autres et ils sont pas capables de l'accepter psychologiquement parce que chaque recul est en train de mettre en question les choix qu'ils ont faits. Et je peux vous assurer que certaines personnes qui suivent de l'automatique depuis les plus hauts, c'est-à-dire depuis 2011 et qui sont à ce jour, j'en connais un paquet, je peux vous dire qu'ils attendent qu'une seule chose, c'est que cette hausse continue et à partir du moment où on va avoir redépassé le plus haut précédent, ils ont tellement souffert psychologiquement de ne pas gagner pendant 3 ans qu'ils en ont ras-le-bol et qu'ils veulent faire autre chose de leur argent. La réalité, c'est que ça va dépendre du suivi que vous en faites. Si vous êtes le nez sur l'écran, à mon avis, c'est une expérience qui est impossible. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les rares traders qui gagnent sont des gens qui regardent très rarement leur compte de résultat. La seule chose qui les intéresse, c'est de voir ce qui se passe à la fin du mois ou à la fin du trimestre. Le reste, ça les intéresse pas parce que c'est du stress émotionnel et on ne peut pas modifier ça de manière plus fréquente que ça. Alors, pourquoi ne pas tout brancher en même temps? Ça fait de la diversification. Alors, effectivement, on propose de mémoire quelque chose comme 80 stratégies différentes. Et donc, l'idée, ça pourrait être de tout brancher.
c'est vrai que ça va diversifier au maximum. Ça, vous avez raison, ça va être super diversifié. Mais dans ces 80 stratégies, il y a quand même plusieurs cas de figure. Et c'est la raison pour laquelle moi ça ne m'intéresse pas à titre personnel de tout brancher, parce que je suis capable de faire la différence entre des cas de figure classiques et des cas de figure extrêmes. Le premier cas de figure qui va se trouver, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, vous avez des stratégies qui vont s'arrêter de marcher pour toujours. C'est-à-dire qu'il y a une raison qu'on ne connaît pas, il y a quelque chose qui marchait depuis 10 ans, depuis 20 ans, et puis un jour ça va s'arrêter. Rappelez-vous, jusque dans les années 2010, l'Europe était à la traîne des États-Unis. C'est-à-dire que ce qui se passait sur les marchés américains, c'était une amplification de ce qui se passait sur les marchés américains. On regardait ce qui se passait là-bas, on pariait sur l'Europe, ça allait plus vite, on gagne de l'argent. Super, on coupait la position à 22 heures, le lendemain matin on reversait parce que ça partait dans l'autre sens, on avait trop exagéré, on pariait sur une consolidation. Ça se passait à tous les coups. Et puis d'un seul coup, en 2010, tout s'est arrêté. Pourquoi? Parce que dans la macro-éco, ce qui a commencé à compter, c'est la santé de l'Europe. Est-ce que l'Europe était une vraie danger pour l'ensemble de l'économie mondiale? Et d'un seul coup, il y a quand même un certain nombre d'opérateurs qui ont commencé à se dire « Oula, mais il n'y a pas que les États-Unis qui comptent, il faudrait quand même commencer à regarder un petit peu plus ce qui se passe sur les marchés européens. » Et là, on a donné plus de poids. Et toutes ces stratégies qui étaient basées uniquement sur l'amplification de ce qui se passait aux États-Unis vers l'Europe, eh ben, ça s'est arrêté de marcher du jour au lendemain. C'est peut-être d'ailleurs l'illustration que vous avez à l'écran, je ne me rappelle plus du tout d'où vient cette courbe. Ce que je sais, c'est que cette courbe, elle s'est pas relevée. Et qu'à un moment donné, il faut prendre la décision. Et donc, pourquoi tout brancher? Tout simplement, à un moment donné, il y a vraiment des stratégies qui sont un peu dans ce cas de figure-là, qui sont chez nous. Il y a d'autres stratégies également qui fonctionnent uniquement lorsque le marché est volatile. On voit très bien que la volatilité est relativement faible à l'heure actuelle. Elle est un tout petit peu plus forte depuis 10 jours, mais très clairement, on est sur des plus bas historiques. Et donc, brancher des stratégies qui n'ont que besoin de la volatilité, c'est inutile. Alors, je rappelle que pour faire les choix, pour chacune des stratégies, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai décrit les conditions dans lesquelles elle serait le plus à son aise et dans lesquelles elle serait le moins à son aise. Je calcule, hein, les ton oh là. Alors c'est une question très intéressante. Régis, si vous voulez bien me poser cette question par email, j'y répondrai, mais je ne vais pas y répondre là, elle est trop technique. J'ai mis Confordax sur les portefeuilles. Les stratégies, il me semblait avoir répondu à ça dans un article et vous êtes peut-être passé au travers. Les stratégies sur lesquelles pour l'instant il n'y a pas de vidéo sont des stratégies sur lesquelles je prépare des PDF et les PDF sont en cours et il y aura quelque chose qui sera présenté d'ici quelques temps. Grosso modo, voilà les questions qui sont pour l'instant. S'il reste 2-3 questions, je vous en prie. Rapidement. Et sinon, je vais vous remercier en tout cas de l'attention. Je vois que tout le monde est resté jusqu'au bout. C'est toujours agréable pour un animateur de voir que le sujet a passionné. Une fois que vous allez... alors, je voudrais recommencer l'histoire du sondage juste pour voir si ça fonctionne, si ça vous ennuie pas. Voilà, tiens, allez, on va faire un sondage tout simple. Si vous pouviez répondre à cette question, voir comment ça s'affiche et voir moi de mon côté le type de statistiques que je vais avoir. Donc je pense que si j'ai bien compris comment ça fonctionne, vous voyez plus mon écran, vous m'entendez, mais et donc vous voyez plus que le sondage. Et donc a priori, c'est une fois que vous aurez moi je vois en temps réel, 46% ont voté, je vois les statistiques, c'est super bien fait ce truc. C'est la première fois que je fais ça, honnêtement, c'est vraiment très intéressant. Sachez que je ne sais pas qui répond quoi. Voilà, c'est un vrai sondage, je n'ai pas le détail des gens qui ont fait un vote, je sais les pourcentages, et donc merci de votre confiance, puisqu'à plus de 80% les présents aujourd'hui vont adopter notre solution d'ici quelques jours ou quelques semaines. J'aurais pu aussi prévoir une case je suis déjà client, puisque j'ai vu passer un certain nombre de noms qui sont déjà clients chez nous. Ok, ça m'apparaît super, hein, ces sondages. Très bien. Alors il y a une autre forme qui est celle des petites questions. Et donc une fois que vous allez fermer ce webinaire, il y a juste 4 questions. Elles sont très simples avec Alors ça va reprendre malheureusement le sondage que vous venez de faire. C'était juste pour voir si ça marche. Mais si vous pouvez avoir la gentillesse de répondre
en quelques minutes aux questions qui vont vous être posées. Ça va m'aider à organiser les prochains webinaires et à voir ce que ça va donner à l'avenir. Voilà, merci beaucoup pour votre patience en tout cas. Parfait, il n'y a pas eu d'autres questions depuis, donc je vous remercie beaucoup et on va renouveler l'expérience régulièrement. Je crois que ça intéresse beaucoup de questions puisque notre projet soulève également pas mal de questions. Et donc on fera ça régulièrement, une fois par semaine. Ça me prend un petit peu de temps de préparation et d'animation, donc je ne peux pas faire ça trop régulièrement. Mais en tout cas, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Et surtout, n'hésitez pas, si cela a provoqué un certain nombre de questions, mon équipe ou moi-même sont à votre écoute et nous essaierons de réagir au plus vite par email.